Allô, moi c'est Geneviève, je suis une adulte qui bégait et candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie. Et comme vous remarquez peut-être, j'ai un rhume pour cette introduction. Donc c'est pour ça si ma voix est pas comme d'habitude peut-être. Bref, mais c'est juste pour cette introduction parce que cet épisode a été enregistré il y a quelques mois déjà. Donc, dans l'épisode, je n'ai pas de rhume. Bref, dans cet épisode avec Judith, qui est orthophoniste, on reçoit Audrey et Sébastien qui vont nous parler de leur expérience en lien avec le fait de cacher le bégaiement. On commence par définir ce qu'est le bégaiement masqué et les termes pour en parler. Et ensuite, nos deux invités donnent des exemples de comment ça se manifeste dans leur vie et des raisons pourquoi elles peuvent cacher leur bégaiement. Il leur est d'ailleurs déjà arrivé de se faire demander « Bégais-tu vraiment? » Et pour terminer, on parle de certaines idées qui visent à bégayer plus ouvertement, plus librement, dans la mesure de ce qui est possible pour chacun et chacune. Bonne écoute! Allô, Judith! Allô, Geneviève! Aujourd'hui, à Je suis un podcast, on va parler d'un thème qui est important pour les personnes qui bégayent et dans l'expérience du bégaiement, c'est le bégaiement masqué. Ouais, des fois on peut dire aussi bégaiement caché. On va y revenir aussi sur la terminologie. Et on a deux invités avec nous qu'on est super contente de recevoir. Donc, Sébastien et Audrey. Allô à vous deux! Bonjour! Bonjour! C'est Sébastien, tu es à la maîtrise en orthophonie et tu travailles avec Simone Fall qu'on a reçu, je crois que c'est à l'épisode 20 de Je suis un podcast. Et tu travailles aussi au labo IV sous la supervision d'Ingrid Verdoct. Ouais, bienvenue Sébastien. Et pour Audrey, je vais te présenter rapidement. Donc, Audrey Bourassa, tu es étudiante à la maîtrise en travail social à l'Université Laval, sous la supervision de Marie-Christine Saint-Jacques. Puis ton sujet de maîtrise est vraiment cool, vraiment comme un sujet qui est assez rare. Hein? Donc, c'est sur les relations de quasi-fratrie en situation de famille recomposée. Donc, c'est super intéressant. Puis tu travailles comme agente de développement dans un organisme à but non lucratif, c'est bien ça? Oui, exact. Bien, bienvenue. Merci beaucoup à vous deux d'être là, vraiment, pour parler d'un thème qui est assez commun hein, chez les gens qui bégayent, là, d'un bégaiement masqué, caché. Donc, pour commencer, on va parler un petit peu de terminologie pour ça. On va parler de la définition aussi. Puis après, on va regarder comment ça, dans vos vies à vous deux, comment ça s'est passé avant puis maintenant par rapport au fait de cacher le bégaiement ou cacher certains moments de certains épisodes de bégaiement. Donc, pour commencer, c'est ça, la terminologie qu'on va utiliser. On va souvent dire bégaiement masqué, caché. Puis il y a un autre terme aussi qui va être utilisé surtout en France, donc bégaiement intériorisé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces mots-là. C'est... Surtout pour le dernier, intériorisé. J'avoue que c'est même, je crois, la première fois que je l'entends. Oui, c'est ça, parce que nous, on va utiliser un peu les termes plus américains, donc qu'on a traduits. Tu sais, en anglais, aux États-Unis, on va parler beaucoup de covered stuttering. Donc là, nous, on l'a traduit comme masqué, caché. Puis en Angleterre, ils vont parler de là, je suis pas sûre de comment le dire. Interiorized stuttering, c'est ça. Fait intériorisé. J'essaie de comme, je sais pas l'accent, la tonalité tonique est où. Whatever. Mais bref, c'est ça. Fait que nous, on va parler de bégaiement caché versus, tu sais, en anglais, on parle de covered stuttering versus le overt stuttering, tu sais, caché
couvert, si on veut, versus ouvert, bégaiement ouvert, donc un bégaiement qu'on voit, qu'on entend. On parle de bégaiement covered, caché, qu'on essaie de couvrir. Puis on sait ça fait depuis quand même longtemps que c'est documenté, mais il n'y a pas tant d'articles scientifiques sur le sujet, quelques-uns, donc on va parler aujourd'hui, mais de ce que moi j'ai lu, c'est que on en a parlé dans les années 1800, dans les premiers certains livres là dans les années 1800 qui parlaient d'un bégaiement internalisé. Et là, on a quelques écrits, depuis ce temps, quelques articles, mais c'est quelque chose qui est surprenamment, quelque chose qui est très répandu chez les gens qui bégayent, mais on n'a quand même pas beaucoup de littérature là-dessus. Mm-hmm. Donc, pour commencer, pour qu'on comprenne un peu plus précisément de quoi on parle quand on parle de bégaiement masqué, en termes simples, comme le nom le dit, ça veut dire qu'on cache son bégaiement. Puis même plus intimement que ça veut dire qu'on cache son identité de personne qui bégaie. Puis ça s'applique pas seulement au bégaiement. Il y a d'autres conditions ou d'autres variations en orthophonie. Par exemple, dans mes cours à la maîtrise, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont une aphasie. Donc, ça veut dire que, par exemple, suite à un AVC, que ces personnes-là ont de la difficulté à trouver leurs mots, à produire des phrases, tout ça. Et ces personnes-là peuvent ressentir le besoin de le cacher. Donc, pas faire semblant, mais que elles peuvent dire, par exemple, je cherche mes mots parce que je suis fatiguée, tout ça. Donc, de pas dire aux autres personnes qu'elles cherchent leurs mots parce qu'elles ont une aphasie. Donc, c'est vraiment pas juste pour les personnes qui bégayent, là, ça peut concerner une pluralité de choses. Puis si on sort du domaine de l'orthophonie, il y a des gens qui cachent d'autres identités, par exemple, que ce soit culturel, ethnique ou même par rapport à la religion. Donc, il y a des gens, par exemple, qui pourront cacher le fait qu'elles sont musulmanes, tu sais. Donc, c'est vraiment pas juste pour les personnes qui bégayent, mais pour toutes sortes d'identités. Oui, puis en fait, c'est ça, je voulais juste compléter la définition avant de vous laisser la parole, Sébastien et Audrey. Donc, dans le livre de Stammering Therapy from the Inside, il y a un chapitre, le chapitre 4, ça parle effectivement de bégaiement caché, masqué. Le chapitre a été écrit par Caroline Chestman et Rachel Everard, qui sont deux orthophonistes qui bégayent, sont britanniques. Et la définition, elles vont dire que le bégaiement caché, ça inclut des hauts niveaux de fluidité, une utilisation très importante et fréquente de stratégies d'évitement pour cacher le bégaiement et des sentiments négatifs profonds par rapport au bégaiement. Dans le fond, c'est un peu le moteur de pourquoi on veut cacher, tu sais, le bégaiement. Donc, ceci étant dit, on avait une question pour vous, Sébastien et Audrey, pour commencer. Vous, par rapport à votre bégaiement, c'est vers quel âge que vous avez senti que vous avez commencé à cacher ou à vouloir masquer certains épisodes de bégaiement? En fait, c'est une très bonne question parce que la réponse que j'ai est je n'ai aucun souvenir du moment où j'ai pas masqué mon bégaiement. Je sais pas comment dire ça, où est-ce que dans chacun de mes souvenirs d'enfance, je masquais mon bégaiement d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est des moyens de masking qu'avec le temps, j'ai affiné, j'ai changé, mais dans tous mes souvenirs, soit je bégayais, soit je masque ce bégaiement-là. Ah, c'est intéressant! Oui, vraiment Wow. intéressant. Mais
En fait, c'est ça. Cette expérience-là, ça fait un peu écho à la mienne. Moi aussi, là, depuis que je me souviens, je l'ai tout le temps. J'étais très jeune, là, même 5 ans, 6 ans, puis j'ai toujours essayé, c'est ça, comme éviter. Mm. Puis même que c'est ça, moi, j'en parlais beaucoup avec ma mère, qu'elle aussi, tu sais, elle bégait depuis toujours. Puis, en fait, c'est comme elle qui me l'a enseigné. Bon, mais Audrey, tu sais, si là, tu sens qu'il y a un mot ou ce que, tu sais, tu vas bloquer, ben tu peux faire une révision de phrase, tu sais, tu peux dire ta phrase autrement. Fait que moi, là, ça m'a... Puis elle voulait me rendre service, puis c'est correct, mais elle me l'a comme appris. Donc, moi, ça a toujours été une façon de fonctionner, là, très, très ancrée en moi. Fait que ça prend du temps, ça, défaire ça. Alors, Ou juste de s'en rendre compte, parce que c'est Mhm. tellement là depuis longtemps que tu Ouais. t'en rends plus compte, tu sais. tout à fait. Ah, c'est intéressant. Puis Sébastien, te souviens-tu, mettons, quand tu étais plus jeune, est-ce que c'était comme Audrey, tu allais justement comme éviter de parler, dans le fond? Tu sais, comment tu cachais? Ouais, c'est ça. Oui, en fait, plus jeune, c'était surtout, tu sais, de... Si je me mets pas dans une situation où je dois parler, bon, ben, ça fait que il n'y a pas de chance que je vais pouvoir bégayer si on le veut. Fait que oui, c'était beaucoup ça, t'es plus jeune, puis plus j'ai grandi, plus t'es un peu obligé d'être dans des situations où est-ce que tu vas devoir parler. Si on pense à l'école, tu ne peux pas aller à l'école et ne pas parler, mettons. Puis, tu sais, plus le temps passe, plus j'ai développé d'autres stratégies. Tu sais, mettons, je pense à échanger des mots que dans mon discours mental, je le sais que sur ce mot-là, je vais bégayer. Donc, boum, on trouve un synonyme en une fraction de seconde pour éviter ça. Ça peut être, tu sais, par exemple, ça, c'est quelque chose que je fais vraiment souvent. Plus je m'écoute, plus j'entends, c'est de paraître hésitant. Ouais. En fait, quand je le sais que je vais bloquer, de juste produire aucun son puis avoir l'air perdu dans mes pensées comme si que je savais pas ce que je voulais dire juste pour que le bloc passe puis je puisse continuer à parler. Mais c'est ça, exemple, c'est des affaires que plus jeune, j'ai pas vraiment de souvenirs que je faisais, mais plus le temps passe puis plus je suis confronté à des situations où est-ce que je suis obligé de parler, que je suis conscient que j'utilise en fait, que j'utilisais et qu'aujourd'hui encore que j'utilise également. Ouais, ce genre de stratégie-là. C'est un bon point, ça, que c'est plus facile de le cacher jeune parce que on a moins d'exigences sur le plan communicationnel. Tu sais, si t'es à l'école primaire puis tu parles pas, c'est pas si grave que ça, tu sais. Mais plus tu vieillis, plus tu as des entrevues, tu étudies, tu as des emplois, tu sais. Comment est-ce que vous le cachez maintenant dans votre vie, comme ça se manifeste comment? Ben ouais, moi je dirais que c'est ça, c'est vraiment, c'est de souvent trouver, c'est ça, un synonyme hein, sur un mot là qu'on sait à l'avance. On le sait déjà à l'avance qu'est-ce qu'on veut dire. Puis là, quand il y a un mot qui nous fait peur, c'est ça, trouver un synonyme, de revoir sa phrase. Moi, je sais que souvent quand je sens que je vais bloquer, je fais semblant que j'ai un rhume, là je tousse. Tu sais là, c'est comme des stratégies qui passent bien, que les gens s'en aperçoivent, mais que c'est tellement exigeant sur le plan de l'énergie, là. Tu es toujours en train de penser à ça, de anticiper. Ouais, c'est ça. Tu as toujours dans le fond de ta tête cette pensée-là, cette énergie-là de bon, qu'est-ce que je vais dire à cette personne-là? Je vais-tu dire ça ou je vais parler à telle personne ou tu sais, d'analyser beaucoup en fait, de comme toujours un peu analyser. Oui. Puis d'avoir ça dans. Ouais. En fait, un point que tu mentionnes qui fait vraiment écho à moi, c'est utiliser de l'énergie, si on veut, pour penser à ça puis pour masquer ça. Parce que je le sais que, tu sais, mettons, dans certaines situations, que je vais avoir un bégaiement plus, entre guillemets, à découvert, puis dans d'autres qui va être plus masqué. Tu sais, mettons, tu sais, je pense à quand je suis avec mes amis, je le sais que consciemment, je tente de moins le masquer parce que des fois, ça va prendre de l'énergie comme ça se peut pas. Alors que dans des grosses situations de communication, exemple, une présentation, c'est quasi... Non, ben c'est pas quasiment, c'est automatique
que j'ai comme mes défenses, si on veut. J'ai mes défenses, pardon, qui montent et que je vais avoir l'air super fluide. Mais le soir, après cette journée-là, je vais être vidé raide. Puis je vais être mort et complètement vidé. Mais oui, ça varie tellement, dépendamment des contextes dans lesquels je suis. Donc, donc quand t'es dans des contextes plus avec tes amis, tu sens que tu le caches moins. Puis dans d'autres contextes, tu le caches plus. Puis en fait, j'ai envie de dire que je suis un peu dans une situation comme ambiguë de ma vie par rapport à mon bégaiement parce que en ce moment, j'ai toujours tendance à m'identifier comme une personne qui bégaie. Mais, exemple, quand je rencontre une nouvelle personne, c'est automatique que mes réflexes sortent et que je cache. Ben ouais. Mais, puis, ben oui. Oui. Ben oui, parce qu'on en revient à justement... Ah ben non, excuse-moi, termine, puis je vais dire aussi, c'est normal. Mais c'est normal de vouloir comme être dans la majorité, si on veut. C'est un petit peu ça. Ben, c'est vrai. Puis, surtout, par exemple, une personne nouvelle que je rencontre, ou par exemple, je vais m'acheter un café dans un restaurant, mais tu sais, je veux pas me rendre au point où est-ce que, exemple, je bégaye sur ma commande, puis que là, tu sais, t'as le regard un peu croche, puis un peu comme, ça va dessus, tu sais, de la personne à qui tu parles, puis là, tu sais, comme, faut que tu rentres dans, mais tu sais, je bégaye, donc blablabla. Mais c'est souvent, dans toutes ces situations-là, c'est quasiment... Non, c'est automatique que je masque. Puis, tu sais, exemple, dans des situations plus professionnelles, c'est automatique que je masque. Alors que dans d'autres situations, je vais être un peu plus... Ben, tu sais, en fait, moi, je vais me sentir moins sur mes défenses, puis c'est quasiment... Tu sais, ça va un peu suivre que je vais plus bégayer si on veut. Alors que je descends comme quasiment comme à l'extrême où est-ce que je me masque tellement que je suis comme ouais, c'est un petit peu intense. C'est exemple pour revenir au point, pour exemple, je fais une présentation orale. Surtout en ce moment, tu sais, dans des milieux académiques, que tu participes à des congrès, tu donnes, en fait, oui, tu donnes des conférences, où est-ce que en ce moment, j'ai quasiment identifié que c'est un peu problématique, à quel point je vais masquer, parce que ça prend tellement mon énergie que même sur le moment, toute mon énergie est pour articuler. Puis quelque chose que j'ai remarqué, c'est je vais tellement mettre mon énergie sur ça que mes autres sens sont quasiment à off. Ah ouais. Juste pour mettre un exemple simple, quelque chose que j'ai remarqué, c'est quand je donne une présentation, mes yeux ne fonctionnent plus. Genre, je pourrais même pas dire ce qui se passe devant moi parce que tout mon focus est sur parler, sur être fluide. Hey, c'est tellement intéressant, ça. Ben, je pense, dans le fond, tu mobilises tes ressources à fond pour bégayer le moins possible. Fait que là, ça a du sens avec ce que tu disais plus tôt, que quand tu reviens chez toi le soir, que t'es fatigué à fond, parce que là, c'est comme, ouf, OK, j'ai plus besoin de me protéger, tu sais. Puis en fait, sur la même ligne d'idée, c'est sûr que, tu sais, dans d'autres contextes, j'ai envie de dire que c'est moins drainant. Tu sais, exemple, en fait, je vais prendre mon exemple du café. Tu sais, j'ai un peu entre guillemets, ma routine pour commander un café, où est-ce que, tu sais, j'ai mentalement des phrases préfaites, si on veut, mais tu sais, des phrases que je le sais que ça va bien couler quand je vais les sortir. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est tellement habitué que, en soi, c'est pas drainant. Alors que dans d'autres contextes, que masquer, ça pourrait l'être, mettons. Je sais pas si ça fait du sens pour vous. Ben ouais. Audrey, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que ça te fait penser à des choses de ta vie? Exactement. Ouais. Puis en même temps, tu sais, c'est ça, c'est comme contre-intuitif un peu. Quand on veut le masquer, ben on bégaye plus. Tu sais, c'est quand même drôle quand on pense à ça. Là. On a tellement peur du rejet, en fait. C'est pour ça qu'on le masque. On a peur de la réaction de l'autre. On a peur, c'est ça, tu sais, on anticipe à quoi les gens vont penser quand on va accrocher sur des mots. Mais en tout cas, moi, ça me fait ça, là. C'est sûr que j'accroche davantage. Alors que quand que je me sens dans un safe space, ben là, tu sais, je me dis, mon Dieu, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est que j'accroche sur des mots, que j'ai des blocages.
Puis là, à ce moment-là, ça coule, ça va bien, tu sais, je me sens plus calme. Fait que c'est ça aussi, hein, c'est particulier. C'est moins drainant aussi, justement. Tu sais, c'est moins énergivore. Oui. D'enlever un peu cette pression-là, ouais. Ben oui, tu sais, moi, dans le fond, dans le cadre de ma maîtrise, je fais des entrevues, puis, tu sais, je dois enregistrer chaque entrevue que je fais avec les gens. Puis dans mes premières entrevues, là, tu sais, justement, focusée c'est ça, à articuler, justement, concentrée sur ma parole. Je suis tout le temps en train de changer de mots. Ma question, elle devient incompréhensible. Je bégaye encore plus. Tandis que là, tu sais, je m'écoute dans les autres entrevues que j'ai faites plus tard. Ben là, j'ai plus intégré, tu sais, mon guide d'entrevue, ça va beaucoup mieux. Je suis bien plus à l'écoute de l'autre aussi. Fait que c'est vraiment notre perception envers nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Parce qu'on en vient, ce que je disais, tu sais, c'est justement le fait de vouloir cacher ça, c'est aussi pour rentrer un peu dans le pas le moule, mais de dire ben je veux pas que ça paraisse parce que on veut comme être la majorité qui bégaye pas, puis on veut pas que ça paraisse. Fait que c'est ça aussi le motivateur, dans le fond. Ouais, ben ce que vous dites, ça fait vraiment écho à un article de Chris Constantino. Et Al, là, je sais qu'on le plug à chaque épisode, je m'excuse! Mais comme Judith disait au début de l'épisode, il y a peu de littérature sur le sujet, puis c'est un des articles les plus récents puis les plus complets. Donc, je vais quand même faire un effort pour diversifier les sources par la suite. Mais bref, ce que vous dites, pourquoi on le cache, ça fait vraiment écho à son article ou pour cette recherche-là, les chercheurs, parce que c'est pas juste Constantino, mais il y a Walter Ash Manning, qui est une personne très importante dans le domaine, là, qui a fait beaucoup de recherches sur le bégaiement. Ouais. Et Susan Naomi Nordstrom, j'espère que je prononce son nom comme elle le prononce, probablement pas. Bref, puis dans cette recherche-là, ils ont... il et elle ont interviewé une dizaine d'adultes qui bégaient de tous âges, là, ça va jusqu'à environ 70 ans. Puis ce qui ressort de ça, pourquoi on le cache, ben c'est dû à des facteurs internes et externes. Donc quand c'est interne, c'est par exemple, on a du stress quand on bégaye, on est anxieux ou anxieuse quand on bégaye, donc le cacher, c'est se préserver de ces émotions-là. Et des facteurs externes. Donc ça, c'est en rapport vraiment avec comment que le bégaiement est vu dans la société, donc avec le stigma. C'est en rapport avec des messages qu'on a eus dans nos expériences de communication, comme ce qu'Audrey disait précédemment. Tu sais, il y a ta mère qui te dit « Ah, mais si tu sens que tu bégayes, tu peux changer de mot, tout ça. » Puis il y a un thème qui ressort des réponses des participants et des participantes, c'est le thème de c'est un long mot à dire, de la délégitimisation. Puis j'aime ce concept-là parce que je trouve que ça donne une nouvelle lunette ou prisme pour concevoir ou regarder le bégaiement caché. Puis ce que la délégitimisation c'est qu'on a des interactions avec les autres dans notre vie qui délégitimisent notre expérience comme personne qui bégaye ou notre parole bégayée, tu sais. Puis ça peut prendre plein de formes. Par exemple, il y a des participants qui ont dit qu'ils et elles ont vécu de l'intimidation à l'école ou par exemple quand elles parlent à des gens et qu'il y a du bégaiement, mais les personnes peuvent froncer les sourcils, tu sais, faire une face de qu'est-ce qui se passe, comme des commentaires des parents ou des amis qui peuvent dire pourquoi tu parles comme ça ou tu devrais plus bégayer à ton âge, ou même une certaine forme d'altruisme, tu sais, comme les gens qui vont terminer nos phrases ou des commentaires comme pour nous rassurer.
Par exemple, j'étais dans un restaurant récemment, puis j'ai commandé, puis j'ai bégayé, puis la serveuse a dit « Ah, t'es vraiment bonne », mais comme pour me rassurer, tu sais. Mais ça, c'est des expériences qui délégitimisent notre façon de parler. Puis au final, si on en a tellement dans notre vie, ben ce qu'on enregistre, c'est « Ah, mais c'est mieux de le cacher », tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ce qui ressort de cet article-là. Vous, est-ce que ça fait écho à vos expériences? Est-ce que vous pensez que vous avez eu cette expérience-là de délégitimisation? Oui, vraiment, absolument. C'est très intéressant. Ouais, puis tu sais, aussi, tu sais, dans cet article-là, pourquoi on cache le bégaiement, c'est pour avoir les avantages d'une personne fluide, qu'on dirait, donc un privilège social des personnes sans handicap, si on veut le dire comme ça, le droit de pas voir le bégaiement, de pas voir cette identité-là, parce dans la société, malheureusement, tu sais, quand on parle de gens sans handicap, on les perçoit comme ayant une bonne santé mentale, ce qui est en tout cas, ça n'a pas rapport, mais c'est ça un peu, tu sais. Fait que des fois, on va dire bégaiement, ça peut équivaloir à un risque de commentaires comme, ben, qu'est-ce qui marche pas avec toi? Ou, c'est bizarre, ou, tu sais, ce genre de commentaires-là. Puis, dès qu'on montre au moment de bégaiement, ben, on risque de se faire catégoriser comme handicapé, ou, tu sais, comme quelqu'un qui est différent, qui a quelque chose, c'est ça, un handicap. Fait que dans cet article-là de Constantino, ça parlait de ça. Donc, les privilèges, tu sais, d'avoir les privilèges d'une personne qui n'a pas de handicap. Tu sais, ben, pensez-vous que c'est ça aussi? Ça fait du sens aussi? Même que j'ai envie de dire que quand je me suis posé cette question-là, les 2 points qui sont ressortis, en fait, plutôt un gros, c'est ce point-là. C'est, ben, veut pas, c'est d'avoir les privilèges d'une personne fluide qui se pose pas ces questions-là. À savoir, est-ce que je veux vraiment commander telle affaire parce que je sais que je vais bégayer, par exemple. Puis non, c'est quelque chose qui, en fait, qui est vraiment ressorti dans mon cheminement mental, mettons. Puis en fait, oui, le deuxième point étant par réflexe, parce que, ben, tu sais, quand tu fais de la thérapie, ben, quand moi, j'ai fait de la thérapie orthophonique plus jeune, c'était beaucoup des trucs du genre pour m'apprendre, entre guillemets, à être plus fluide. Puis en fait, c'est des réflexes qui sont restés avec moi aujourd'hui encore. Ben oui, mais complètement. Puis tu sais, on en a parlé beaucoup dans d'autres épisodes de Je suis un podcast. C'est quand même en orthophonie. Des fois, les messages, c'est très valorisé d'être fluide. Puis les stratégies qu'on montre, ça peut être justement d'être fluide. Tu sais. Puis dans les dernières années, on sait que l'orthophonie, à travers le monde aussi, puis même, ça fait plusieurs années que ça existe, mais tu sais, au Québec, en tout cas, du moins, on a beaucoup élargi notre gamme d'approche et notre vision, là, tu sais, pour justement en arriver à une vision qui est complètement d'inclusion par rapport à cette différence-là, tu sais. Parce que même le mot handicap, là, tu sais, quand même, hein, dire qu'un bégaiement, c'est un handicap, c'est quand même quelque chose dans la société dans laquelle on vit, là. Parce que si on veut, ben c'est ça, le but de le cacher, c'est de pas montrer ça, mais tu sais, c'est aussi de se dire, ben, je suis comme ça. Puis, c'est un peu de se dire, ben, j'ai cette identité-là de personne qui bégaye. Tu sais, mais c'est quand même un cheminement. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Ben moi, ça me fait penser, tu sais, la notion d'handicap, en tout cas, je suis en travail social, là, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, tu sais. C'est vraiment en interaction avec l'environnement. Donc, tu sais, dans le sens que tu vas vivre une situation de handicap en réponse à ton environnement. Si ton environnement est très à l'écoute et, tu sais, elle te permet, tu sais, de vivre cette identité-là. Je pense pas nécessairement que... Ben, il y en a plus d'handicap à ce moment-là. C'est ça, quand le bégaiement, exact. là, il y a pas de problème, les gens écoutent, tout est accepté et embrace, là, tu sais, comme vraiment, là, accueilli, là, ben, il y en a pas d'handicap. C'est intéressant de... Ouais. Il y a un travail vraiment, tu sais, de démystification, là, du bégaiement, autant, tu sais, dans les milieux universitaires, ben, au travail également, les employeurs. Il y a un gros cheminement à faire, là. C'est tellement associé souvent, tu sais, à de la nervosité, à un manque de confiance en soi, mais
c'est tellement plus complexe que ça, tu sais. Le manque de confiance, en fait, c'est une conséquence. C'est parce que tu sais, souvent les gens, en tout cas moi je parle pour moi, je vais tellement éviter, je prends moins ma place, donc ça fait en sorte que j'ai moins confiance en toutes mes compétences. Tu sais, ça a plein de conséquences comme ça. Même que pour rebondir sur ton point, j'ai vraiment envie de dire que le fait que le bégaiement soit associé à, par exemple, au stress, à la nervosité, au manque de confiance, j'ai vraiment envie de dire que ces émotions négatives-là sont surtout associées à quand des personnes fluides vont avoir des moments de dysfluidité. Où est-ce que j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ce reflet-là que la majorité vivent des moments de dysfluidité de cette manière-là. Donc, nous, en tant que personnes qui bégayent, on, en guillemets, devrait avoir ces moments de dysfluidité-là de la même manière qu'eux, mettons. Ouais, parce qu'ils comprennent notre expérience avec la leur, tu sais. Ouais. Eux se disent, moi, je bégaye un petit peu quand je suis stressée, donc elle est sûrement vraiment stressée à fond la carte. Mais alors que c'est vraiment plus complexe que ça. Oui, c'est ça. Effectivement, ouais. C'est vrai. On a parlé plutôt de comment ça se manifeste parfois de cacher le bégaiement. Donc, on a parlé, entre autres, d'utiliser des synonymes, changer de mots parfois. Puis dans l'article de Constantino et Al auquel je référais plus tôt, les participants, c'est ça, disaient que soit caché, ça peut être au niveau du mot. Donc, on change de mot. Il y a des participants qui ont dit qui ont donné un faux nom, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs et qui c'est un sentiment très bizarre de se dire hey, je viens de donner un faux nom pour pas bégayer sur son nom. Il y a des gens, par exemple, qui disent qu'ils se présentent toujours en commençant par leur nom de famille plutôt que leur prénom. Il y a des gens qui vont éviter de dire des mots, par exemple, éviter de dire merci à la caisse, donc au risque de paraître impoli, mais le calcul qui se fait dans leur tête à ce moment-là, c'est que c'est mieux, je préfère paraître impoli que de bégayer. Il y a des gens qui rapportaient qu'ils ont éviter carrément de dire un mot. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui disait qu'il a pris un taxi et au lieu de dire où il s'en allait, il a dit le nom d'une rue qu'il pouvait prononcer sans bégayer. Puis, il a marché le reste du chemin. Il y a un participant qui a dit qu'il a fait du pouce. Puis là, je ris, mais c'est pas drôle, c'est juste que c'est cocasse, puis ça me fait penser à certaines autres choses que j'ai entendues. Il y a un participant qui a dit qu'il a fait du pouce une fois et le conducteur a demandé où il allait. Il a simplement répondu « Je vais te le dire quand on y sera ». Puis c'est ce qu'il a fait, tu sais. Donc, pour éviter de dire le nom de la ville. Voilà, donc il y a des gens aussi qui disaient pour éviter de bégayer, je vais dire à des collègues que j'ai trop de travail, je peux pas aller dîner avec eux, prétendre qu'ils oublient qu'elles ont oublié ce qu'ils voulaient dire, puis ensuite dire le mot quand ils s'en rappellent, mais ils s'en rappelaient tout le long, tu sais. Ça, c'est des exemples d'évitement au niveau du mot, de la phrase ou des choix de vie qui sont, tu sais, qui n'ont pas un gros impact dans ta vie, mais on sait que cacher le bégaiement, ça peut aussi mener à faire des choix de vie qui nous correspondent moins ou encore à éviter des choses plus importantes pour nous. Ouais, comme tu sais, c'est ça, on a déjà entendu parler là, tu sais, d'une personne qui n'a pas la carrière qu'elle aurait voulu à cause qu'elle voulait pas montrer le bégaiement ou elle a eu des relations amoureuses qu'elle aurait pas dû avoir parce que la personne
avec qui elle était, elle se disait « Ah, je pourrais pas avoir mieux si on veut » ou « Tu sais, cette personne-là m'aime, ben je vais la prendre parce que là, les autres m'aimeront pas » ou tu sais, bon, c'est ça, ce genre de situation-là. Puis on voulait dire aussi, tu sais, tout ça, là, ce qu'on dit, c'est tout est valide, tout est correct. Dans le fond, une personne qui n'a pas choisi la carrière qu'elle voulait, ben à ce moment-là, il y a 20 ans ou il y a X nombre d'années, ben elle a pris la meilleure décision qu'elle pouvait à ce moment-là avec tout ce qu'elle avait. Donc, tu sais, on veut pas non plus que... Aujourd'hui, on est là pour justement discuter de plein de choses qui peuvent arriver. Puis on n'est pas là pour se comparer non plus puis dire « Ah, ben moi, c'est pire ou moins pire que toi. » ou tu sais, c'est vraiment pour se dire que toutes les expériences sont valides et sont correctes. L'idée, c'est de réfléchir à soi, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, puis de voir, ben est-ce que dans le futur, est-ce que je prends la décision qui me correspond le mieux ou le bégaiement est là beaucoup, puis, tu sais, je joue beaucoup dans ma décision, tu sais. Puis encore là, des fois, c'est correct que le bégaiement joue, puis des fois, c'est correct de dire, ben non, là, je veux pas que le bégaiement soit là, moi, je veux le faire pour moi, puis le bégaiement est pas dans l'équation ou peu dans l'équation. Bref, et moi, j'avais une question pour Sébastien et Audrey par rapport à vous, tu sais, quand vous étiez au primaire ou au secondaire ou au cégep, ou est-ce que vous aviez des situations que vous savez, ah, le bégaiement a joué dans ma décision. Je suis pas allée à telle party ou j'ai pas rencontré telle personne que j'aurais aimé, tu sais, rencontrer ou parler, puis tu sais, à cause du bégaiement, j'ai pas parlé, puis ou tu sais, durant l'été, j'ai pas eu tel emploi d'été comme toutes mes chums allaient, puis je suis pas allée. En tout cas, bref, tu sais, y a-t-il des idées qui vous viennent de situations que vous avez, que le bégaiement a joué, là, puis que vous avez pas prises à cause de ça? Ben moi, je me souviens que vraiment au primaire, là, tu sais, surtout l'été, je voulais pas aller au camp de jour. Mmh. Tu sais, dans le fond, puis à chaque année, ma mère, elle m'inscrivait. Puis là, oh mon Dieu, c'était une hantise de me présenter au petit bureau, tu sais, pour se présenter, pour, c'est ça, les présences, en fait, là. Ah, ça m'envahissait comme sentiment. Fait que souvent, c'est ça, j'y allais les premières journées, puis après ça, je me trouvais des excuses. J'ai mal au ventre, puis je suis malade pendant 2 mois de temps, là, pour éviter d'y Ouais, aller. c'est ça. Fait Ouais, que je des choses comprends. comme ça, ouais. Les exposés oraux, tu sais, essayer d'éviter de les faire, ouais. Tu sais, comme c'est ça, comme une en fait, de repousser le plus loin possible, là, avant de faire ça, des choses comme ça. Ouais. En fait, repousser le plus loin possible, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. Parce qu'en fait, c'est en pensant à ta question, la réponse que j'ai eue, c'est sincèrement, j'arrive pas à identifier des événements précis autres que cette crainte-là, ce stress-là était toujours avec moi, un peu importe les différentes activités dans lesquelles je m'embarquais, mais repousser, oui. Par exemple, pour une présentation orale, plus tu repousses, moins tu y penses, moins, entre guillemets, c'est stressant pour toi. Puis ça, c'est quelque chose que je faisais et que je fais quand même encore beaucoup. C'est sûr que, tu sais, en ce moment, j'ai quand même j'ai pas cette réalisation-là, mais j'ai ce désir un peu mental de pas avoir le stress qui est associé, mettons. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais de se dire je suis stressé à cause de ça, ok, prendre une grande respiration puis fonce, mettons. Ouais, dans le fond, si tu le laisses un peu, tu le repousses, puis ben c'est sûr que quand on repousse quelque chose qui est anxiogène, ben sur le moment, on est moins, ça fait du bien. Ouf, tu sais, comme mettons, ok, ma présentation, c'est dans 2 semaines, ouf. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que l'anxiété va être encore plus haute que si on le fait. Mais c'est vrai, c'est tellement humain comme comportement. On veut pas ça, fait qu'on veut l'enlever de notre chemin ou on le met le plus loin possible, tu sais. Fait que tu dis, Sébastien, toi, quand même, les activités, tu les faisais, mais tu avais toujours le stress de vouloir cacher le bégaiement, c'est ça. Exact, ouais. Okay. Puis comment, ça me fait penser, tu sais, parce qu'on est tous et toutes ici dans l'épisode des gens qui savent ce que le bégaiement c'est, qui ont une certaine forme de connaissance là-dessus, tu sais, qui ont la connaissance que c'est stigmatisé, c'est pas de notre faute si on bégaye, tout ça. Puis même en sachant tout ça, est-ce que vous trouvez que c'est plus facile de moins le cacher? Donc, c'est plus facile de le montrer, ou il n'y a pas de différence, ou tu sais, parce qu'il y a une différence entre la théorie, ce qu'on sait,
puis comment ça se manifeste dans notre vie. Mm-hmm. Ben, moi, j'ai fait le groupe, en tout cas à l'ABC, le bégaiement, là, il y a eu un groupe, en fait, là, où ce qu'on était tous des gens, tu sais, qui avaient un bégaiement. Puis moi, ce groupe-là a vraiment changé ma perception, là. Il y a un avant puis un après, là. Puis, tu sais, j'ai compris que maintenant, tu sais, mes choix, ben en fait, c'est ça, je bégayais plus en fonction de choix. Où est-ce que je veux aller? C'est quoi mes valeurs? Donc là, lorsque je sens un blocage ou, tu sais, au lieu de vraiment éviter, ben là, il y a vraiment un choix qui se pose dans ma tête. OK, qu'est-ce que je veux faire? Bon, ben je veux aller là, moi. Donc aujourd'hui, c'est comme un calcul, en fait. Tu sais, c'est quoi la dépense d'énergie versus c'est quoi ton gain? Ben maintenant, c'est ça. C'est plus ce calcul-là qui se fait dans ma tête. Bon, aujourd'hui, ouais, je vais peut-être bégayer, mais moi, je veux aller là, donc j'ai la satisfaction à faire l'action en question. C'est plus grand Oui, que le risque de bégaiement ou le bégaiement en c'est soi. ça. Mhm. Alors, avant, c'était juste la question de « Ah, je vais-tu bégayer, je vais-tu pas bégayer? » Tu sais, c'était vraiment cette relation-là. Tandis que là, maintenant, c'est moins présent. Donc là, c'est ça, Audrey, tu parles du groupe à distance d'intervention pour les adultes qui a lieu en partenariat avec l'ABC, offert par l'ABC, puis cette édition en 2022 était en partenariat avec l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Donc, c'était la thérapie de réduction de l'évitement du bégaiement. Oui. Une des approches utilisées et la thérapie d'acceptation et d'engagement également utilisée. Et c'est vraiment ça le but, de se sentir mieux et d'aller chercher de faire des actions qui sont en accord profondément avec nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi et d'agir en ce sens-là. Et ça fait en sorte qu'on est beaucoup plus heureux, en fait, parce et le bégaiement est comme là encore, on n'enlève pas ce facteur-là, mais l'importance peut être mise ailleurs, en fait. C'est ça. C'est intéressant que tu dises ça, fait qu'il y a eu un avant-après par rapport à ça. Puis tu disais aussi, quand on se parlait avant l'enregistrement, de la présence des autres dans le groupe, le fait d'être en groupe, ça aussi, ça a été positif pour toi? Oui, parce que, tu sais, lorsqu'on bégait, en tout cas, souvent, on se sent seul, hein. En tout cas, moi, j'ai ma mère, là, au moins, mais c'est sûr que, tu sais, j'en parle un petit peu avec elle, mais pas tant que ça, mais d'en parler avec du monde, tu sais, un peu du même âge, de se rendre compte que c'est ça, l'expérience que j'ai vécue, ben, elle est partagée avec d'autres, c'est ça, faire comme une démocratisation un peu de ce tabou-là, là, si on peut dire. Ça m'a tellement fait du bien. Puis de dire je suis plus que le fait que d'être une personne qui vit avec un bégaiement, tu sais. J'ai des forces, puis de mettre ça en lumière, ça me fait du bien. Ouais, la force du groupe, la force du collectif contre le stigma qu'on parlait plus tôt, j'allais dire c'est vraiment fort, mais là, j'arrête pas de parler de force. Mais oui, c'est ça. Il y a une grande force dans le fait d'être un groupe parce qu'on se rend compte, comme tu as dit, qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose. Que c'est comme si on se rend compte qu'il y a d'autres façons de voir notre identité de personnes qui bégaient. Puis de voir des gens qui bégaient en tout cas, moi, de voir des gens qui s'empêchaient pas de parler, qui bégayaient ouvertement à fond, là. J'étais comme, hey, mais si elle a fait ça, puis ça se passe bien, ben je peux le faire aussi, tu sais. Fait que ça aide vraiment, ouais. Puis ce que tu disais, que tu sens que t'as le choix, que t'as plus de choix quand tu bégais, c'est ce qui ressort de l'article de Constantino aussi. Dans sa conclusion, je pense, si je me trompe pas, il disait que en thérapie, les implications cliniques sur la connaissance du bégaiement masqué, ça peut être qu'on accompagne la personne à comprendre comment cette construction, comment le masquage s'est construit pour que la personne ait plus de choix en fin de compte, tu sais. Fait que c'est un peu ce que tu disais, que
quand je bégaye, là, je sais que j'ai d'autres choix que de le cacher. Je peux le montrer, je peux dire que je bégaye, je peux allonger un son, je peux comprendre que la personne réagit comme ça parce qu'il y a des mécanismes dans notre société qui l'emmènent à faire ça, tu sais. Mm-hmm. Ouais, puis on sait que les groupes d'intervention en orthophonie ou en travail social, dans ce cas-ci, dans le groupe à l'ABC, il y a une travailleuse sociale également dans le groupe. On sait que c'est quelque chose qui est très efficace, je dirais, ça va au-delà de ce qu'on pourrait faire en individuel. Tu sais, en individuel, oui, on a une approche, on a la théorie, il y a des essais qui sont faits. On parle beaucoup d'essais. On n'est pas dans l'entraînement ou de la pratique de quelque chose. C'est beaucoup de l'essai, de s'observer, de se reconnaître. Ah, tiens, je fais ça. Dans le non-jugement, dans la bienveillance. Mais dans le groupe, il y a quelque chose qui se crée qui est au-delà, tu sais, qui est au-dessus de ce qu'on pourrait faire seulement un à un, là, parce que c'est ça, on s'apprécie beaucoup. On est là quand même pendant plusieurs semaines. On se voit aux semaines, aux 2 semaines. Et ce genre de groupe-là est reconnu depuis longtemps, tu sais, en intervention, en orthophonie, que ça soit avec les adolescents, les enfants, les adultes. On sait qu'il y a quelque chose qui est très, très, très puissant dans le fait d'être ensemble, de voir le bégaiement de l'autre, de l'entendre, de parler de soi, le partage d'expériences, tout ça. Ça va vraiment aider les gens à plein de niveaux, tu sais, par rapport à leur propre bégaiement, mais par rapport à leur évitement aussi, tu sais, de changer la relation qu'ils ont avec leur bégaiement pour moins éviter ou pour se sentir mieux, puis sentir qu'on n'est pas tout seul, sentir qu'on est épaulé. Donc c'est ça. Puis, tu sais, j'encourage. On va laisser les liens pour ceux qui sont intéressés à aller voir le groupe à l'ABC. On va laisser le lien du site Internet pour ceux qui aimeraient aller jeter un coup d'œil sur ce qu'offre l'ABC pour ça. Mm-hmm. Puis, Sébastien, toi, est-ce que avoir des connaissances sur le bégaiement, tu penses que ça a un effet sur le masquage? Parce que tu vas étudier à la maîtrise là, dans quelques semaines, à la maîtrise en orthophonie. Exact. J'ai envie de dire que d'avoir des connaissances, ça m'a comme un peu permis de réaliser que je suis pas comme seul sur mon petit bateau, genre. Tu sais, que c'est une expérience qui est vécue par plusieurs, puis qu'en soi, j'ai pas... Ben, tu sais, je tente mais de pas me sentir mal pour ça, de pas me sentir gêné pour ça fait du sens. Mm-hmm. Ben oui, vraiment, ouais. Comme de savoir que le bégaiement, c'est... Ben, je sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais de savoir que c'est physiologique, biologique, tu sais, que c'est pas de ta faute, genre, c'est pas une question tant que ça... Ben, c'est pas une question du tout de contrôle de soi ou d'émotion, tu sais. Oui, ben en fait, tu sais, ça, puis j'ai même envie de dire, acheter où est-ce que, tu sais, je suis pas seul. Tu sais, c'est parce que, tu sais, tu prends moi où est-ce que dans ma famille, il y a personne qui bégait, et pour de vrai, je peux pas te nommer quelqu'un dans mon entourage, je me dis même à l'école, au primaire ou au secondaire, quelqu'un qui bégait. Fait tu sais, qu'est-ce que moi, j'avais un peu ce retour-là de, bon, ben, je suis un peu seul dans mon coin, wouhou, mais de pouvoir en apprendre davantage, puis d'en apprendre sur l'expérience des autres qui bégaient, ça m'a beaucoup aidé, moi, à un peu me grounder dans mon bégaiement. Je sais pas comment dire ça autrement, où est-ce que je réalise que c'est une expérience, oui, qui est partagée, mais qui est correcte. Puis oui, c'est une expérience qui est la mienne. Donc, tu sais, autant j'ai ma propre expérience du bégaiement, mais autant ça peut être partagé comme expérience. C'est de savoir ce côté-là qui m'a beaucoup aidé à être à l'aise, à pouvoir travailler sur moi, à pouvoir identifier ça avec quoi je me sens à l'aise du bégaiement, puis ce que j'aimerais plus changer, si on veut. Dans le fond, là, ce qu'on dit sur le groupe depuis tantôt, ça a un lien avec la délégitimisation. Donc, être en groupe, ça légitimise notre parole puis notre expérience comme personne qui bégaye. C'est ce que je comprends de notre conversation. Tu sais, c'est ce qui ressort pour moi. Je sais pas pour vous. Ouais, puis tu sais, en fait,
aussi par rapport à la thérapie de réduction de l'évitement du bégaiement, tu sais, l'idée aussi, un des aspects qu'on va voir, c'est que la personne qui bégaye, elle veut, en cachant le bégaiement, avoir l'identité d'une personne qui est fluide. Et ça, c'est, comme on a dit, c'est énergivore, ça peut être lourd parfois. Tu disais, Sébastien, à la fin de la journée, c'est drainant, je suis vidée. Donc, après ça, c'est de voir, on est en conflit de rôle à ce moment-là, parce que le rôle de la personne, son identité, c'est d'une personne qui bégaye. Donc, c'est tranquillement ramener cette identité-là de personne fluide à dire, j'ai l'identité d'une personne qui bégaye. D'être davantage en paix ou tranquillement, c'est ça, cheminer pour avoir cette identité-là d'une personne qui bégaye. Et là, à ce moment-là, comme on a dit, Audrey, ça libère beaucoup, tu sais. Oui. Mais ceci étant dit, le fait d'être en groupe, on n'est pas tout seul à travers ce cheminement-là. Il y a tout le monde, on va dans le même sens, chacun à son rythme, parce que dans ces groupes-là, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de performance, pas du tout. C'est beaucoup plus d'essayer de se connaître puis voir, vers où je veux aller, puis qu'est-ce qui me fait du bien pour vrai, tu sais, dans la vie, puis qu'est-ce que j'ai envie. Donc c'est ça. Fait que tant mieux si Audrey, ce groupe-là a permis d'enlever, de libérer, de te libérer, en fait, toi, tu sais, la vraie Audrey, tu sais, d'un peu tasser le bégaiement, tu sais, qui était dans le chemin un petit peu, là. Sébastien, tu te souviens-tu de la conversation qu'on avait eue que ton identité de personne qui bégait, comme, mettons, quand t'es à la maîtrise ou dans les études, t'as ton identité que tu masques des fois, puis des fois, tu sens qu'on te reproche quasiment de pas la montrer, genre? Ah, ouais! En fait, pour mettre un petit peu de contexte, au début de mon bac, je me cherchais beaucoup professionnellement. Parce que je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Je suis un petit peu un gros penchant pour le travail social. Puis j'avais un peu dans l'arrière de ma tête, j'avais l'orthophonie. Par contre, l'orthophonie, je l'avais un peu dans l'arrière de ma tête parce que je ne voulais pas aller en orthophonie. Parce que j'étais un peu ancré dans mon idée que pour être orthophoniste, faut, en guillemets, bien parler. J'étais vraiment beaucoup ancré dans mon idée où est-ce que tu sais, moi, j'ai fait de la thérapie plus jeune, fait que j'avais vraiment ce concept-là que l'orthophonie, c'est pour bien parler. Fait qu'est-ce qu'une personne qui bégaye a à faire là-dedans? Parce que, en gros guillemets, là, si tu bégayes, c'est pas parler fluidement, c'est pas bien parler. Bon, là, on peut se poser la question qu'est-ce que bien parler, mais on pourrait pas faire un épisode au complet sur ça. C'est une bonne idée. Mais, oui, ça a quand même été un gros défi mental de passer de l'orthophonie c'est non, à réaliser que bégayer c'est correct dans le monde de l'orthophonie veut pas, là, et que même que c'est un positif. Puis c'est sûr que tu sais que en ce moment un peu ce que Geneviève mentionnait, où est-ce que maintenant que tu sais en fait moi j'arrive pas à identifier un moment où est-ce que j'ai comme caché donc que j'ai caché le fait que je bégayais. Tu sais j'ai tendance à cacher mon bégaiement, mettons. Mais avec des gens plus proches de moi, je suis un petit peu beaucoup ouvert à en parler. Et j'ai envie de dire que dans les milieux dans lesquels je suis en ce moment, j'en parle. Mais c'est que des fois, c'est, surtout en orthophonie, on a l'image du bégaiement. On a l'image de la personne qui a des gros blocs, qui a des gros allongements, qui répète. Puis quand t'es confronté à quelqu'un qui montre pas ces signes-là qui sont enseignés, qu'un bégaiement, ça ressemble à ça, la question qui est posée, bégayes-tu vraiment? Ou, tu sais, exemple, en fait, on m'a demandé, par exemple, de faire du pseudo-bégaiement parce que, en guillemets, je suis la personne la mieux apte à le faire, mettons. Mais, oui, non, ça, c'est un petit peu confrontant dans mon identité, si on veut. Je sais pas comment dire, où est-ce que, je bégaye, mais là, vu qu'on sait que je bégaye et qu'on a des attentes du bégaiement, on est comme bégayes-tu vraiment? Pour revenir à la délégitimisation, c'est comme on légitimise pas le bégaiement, puis on légitimise pas la forme de ton bégaiement. Tu sais, tu bégayes-tu vraiment? C'est comme, là, à un moment donné, on peut-tu juste accepter, genre? C'est ça, puis le bégaiement, là, il y en a de
tous les types. Il y en a, là, il n'y a aucun bégaiement qui se ressemble. Chaque bégaiement est unique, comme chaque humain est unique, tu sais. Puis, dans le fond, souvent, avec un bégaiement caché, la personne le sait qu'il y a du bégaiement. Tu le sens, à différent que ce soit dans la gorge, dans le thorax. Tu le sens qu'il y a du bégaiement, tu sais. Puis ça aussi, les orthophonistes ou les étudiants en orthophonie qui nous écoutent, là, soyez ouverts à écouter puis à croire ce que la personne vous dit, adulte. Parce que des fois, dans les évaluations, on va dire, ben non, j'entends pas de bégaiement, il y en a pas. Ben non, c'est plus complexe que ça, l'expérience du bégaiement aussi, là. Tu sais, là, on parle de bégaiement overt, ce qu'on voit, ce qu'on entend, mais il y a aussi toute l'expérience derrière ça, parce que depuis que tu es tout petit, ça joue dans ta tête. Donc ça veut dire qu'il y a un bégaiement, tu sais. Fait que bref, c'est ça, il faut ouvrir nos possibilités en bégaiement sont infinies, là. Fait que ton bégaiement est tout à fait magnifique, tu sais, comme Audrey, ton bégaiement aussi est magnifique, c'est ça, chacun, c'est comme ça que vous bégayez, puis c'est parfait, tu sais, fait qu'en tout cas, j'espère que le message peut peut-être passer pour... Mais c'est intéressant ce que tu dis, Sébastien, parce que, ouais, là, tu te ramasses comme entre les deux. Puis c'est vrai, j'avais un point à dire par rapport à... Tu sais, dans la population, on dit beaucoup qu'il y a 1% de personnes qui bégayent. Tu sais, de manière internationale, là, c'est pas mal le chiffre qu'on entend souvent, 1% d'adultes dans la population bégayent. Puis il y a une étude qui avait été faite par STAMA, qui est l'association britannique en bégaiement, un peu le pendant, je dirais, de l'ABC, mais en Angleterre, qui avait fait une étude dans les dernières années avec vraiment beaucoup, c'est des questionnaires que les gens remplissaient, mais il y avait des milliers de répondants, là. Et ce que ça sortait, c'était par rapport au bégaiement, si les gens pensaient bégayer, et on allait chercher dans ce questionnaire-là, justement, le fait qu'il y a des bégaiements cachés. Parce que ce qui sortait, c'est qu'il y avait 3 à 4%, autour de 3% des gens qui bégayaient, finalement. Donc, ça veut dire que tout ça, là, ça veut dire que moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui cache leur bégaiement. Tu sais, comme on disait, Sébastien, j'en ai jamais vu au primaire, au secondaire, mais il y en avait sûrement. Ouais. Parce que 3%, là, si on se garde un 3% à peu près, là, tu sais, c'est sûr que c'est une étude, ça veut pas, faut pas tout prendre pour du cash, mais mettons qu'on se dit, là, bon, que c'est plus que 1% dans la population de gens qui bégayent, c'est peut-être un 2, 3, 4, mettons. Ben, c'est quand même pas, tu sais, c'est quand même pas mal. 4% là, dans l'école secondaire, là, si vous êtes, je sais pas, 1000, là, ben, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de monde, tu sais. Fait que ça, je trouve ça intéressant de se dire que pourquoi pas le montrer, le bégaiement, justement, pour sortir de ce carcan-là, de cacher encore et de vouloir le cacher. Si tout le monde de demain montrait le bégaiement ouvertement, je commande mon café, je bégaye, je parle au téléphone, je bégaye, ben, puis encore là, mon Dieu, c'est pas facile à faire, mais tu sais, si on imagine ça, ben ça veut dire qu'on serait plus exposé à du bégaiement. Puis ça fait que les gens, on est exposés, puis on en voit, puis on en parle, puis ben, il y a du bégaiement, puis c'est comme ça, c'est une différence humaine de la parole, et voilà, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est intéressant de voir ça, puis j'espère que les gens qui écoutent vont essayer peut-être de bégayer. Un peu plus, ou pas, hein, aucune pression, là, je veux pas mettre aucune pression sur personne, tu sais. Mais encore là, c'est le choix, c'est ça. On revient au choix, comme on disait Audrey, de choisir, est-ce que je monte le bégaiement ou pas? Si je le monte pas, ben correct. Si je le monte, ben correct. Oui, c'est vrai, je pense que des gens le cachent parce que nous trois, moi, j'ai caché, ben puis je cache encore un petit peu, là, bref, mais j'ai vraiment beaucoup caché quand j'étais jeune, fait que si on avait tous les trois été dans la même école primaire, ou dans la même classe même, peut-être qu'on l'aurait même pas su, tu sais, qu'on est 3 personnes qui bégaient. Puis, ouais, c'est ça, comme, je pense pas qu'on arrive à un moment donné à un point où on le cache jamais, 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 là. Tu sais, même, là, je dis même moi, tu sais, comme si je suis comme la référence, là, ce qui est pas ça, mais je veux dire, même avec l'acceptation que j'ai plus maintenant, puis tu sais, les projets, comme ma vie tourne tellement autour du bégaiement, mais ça m'arrive encore comme cet été, j'étais dans une soirée, puis j'ai évité quelqu'un, tu sais, le genre de personne, là, ben, parce qu'on était comme dans un grand groupe, là, il y avait le genre de personne qui se présente à tout le monde, là. Salut, moi c'est Isabelle, nanana, puis là qui fait une petite joke, qui réagit vite puis promptement, puis qui est speedée. On salue Isabelle. Oui. Là j'étais comme moi je veux pas parler à cette personne-là, je sens qu'elle va réagir à mon bégaiement, je sens, tu sais, comme
Le genre de personne qui parle vraiment rapidement. Hein, puis, Oui. fait que j'ai évité cette personne-là toute la soirée. Puis il y avait des moments awkward un peu où je sentais qu'elle me regardait comme si elle voulait venir se présenter, puis je détournais le regard, puis j'allais comme parler à quelqu'un d'autre. Mais tu sais, c'était calculé dans ma tête, puis après ça, j'étais « Voyons donc, j'ai fait tout ça, tu sais! » Mais j'en ai parlé à mon orthophoniste après, puis elle était comme « Sais-tu quoi? C'est correct, genre. C'est correct, comme ce soir-là, t'avais envie de te protéger de ça. » C'est pas toujours facile de le montrer parce qu'il faut comme... Ben, pas il faut, mais c'est comme si ça reposait sur nos épaules de gérer la réaction de l'autre personne. Des fois, ça peut faire un malaise. Fait que, tu sais, des fois, d'avoir envie de se protéger de ça, c'est correct aussi, tu sais. Exact, vraiment. Ouais, puis tu sais, dans le fond, je pense aussi que, tu sais, moi, je bégayais pas, puis il y a aussi des personnes très extraverties, là, qui prennent beaucoup de place, là. J'ai de la misère aussi. Puis moi, je vais pas aller nécessairement vers ces personnes-là. Puis c'est drôle parce que moi aussi, des fois, je peux vivre ça, de dire « Ah, je me suis pas présentée à telle personne, je me sens comme mal. » Fait que, tu sais, dans le sens que faut aussi revoir ça sur plein d'angles, là, tu sais. Il y a des gens, bégaiement ou pas, mais c'est le tempérament, des fois, ça fit pas. Fait qu'en tout cas, au bout du compte, là, tu sais, l'idée, c'est d'agir pour vrai, qu'est-ce qui me ferait du bien pour vrai, qu'est-ce qui est important pour moi pour vrai, tu sais. Si c'est de commander mon café, de telle façon, je le dis comme ça, ben tu le dis comme ça, tu sais, tu dis ce mot-là. Parce que, c'est ça. Fait que c'est comme un peu de dire, de revenir à qu'est-ce qui est important pour nous, puis d'essayer le plus possible d'agir en fonction de ça. Avant qu'on termine cette belle conversation, au début de notre épisode, on a mentionné que le contraire de covert stuttering, c'est overt, donc être ouvert. Puis être ouvert, ça veut pas nécessairement dire aux gens qu'on bégaye, tu sais, ça serait le terme pour ça, c'est advertising, comme on a déjà parlé dans notre épisode 4. Donc, le contraire du bégaiement masqué, c'est pas nécessairement de dire aux gens qu'on bégaye, mais c'est d'être ouvert. Puis il y a un concept dans la littérature qui est sorti, si on veut, récemment, puis c'est le concept de openness. Donc, openness et advertising, c'est deux choses différentes. Openness, c'est tu montres que tu bégayes sans te cacher. Il y a des articles notamment écrits par Michael Boyle sur le sujet. Donc, on pourra les mettre dans les références. Ça complète un peu notre conversation si ça vous intéresse. Donc, openness and stuttering go hand in hand. Je pense que c'est ça le titre. Je suis pas certaine. En tout cas, mais il y a 3 articles à peu près sur le sujet. Ça fait du sens aussi, parce que, tu sais, c'est pas nécessairement c'est ça, de le dire nécessairement très clairement, je bégaye, tu sais, ça peut être, il y a un bégaiement qui est là, qui est présent. C'est une autre façon, tu sais, de le montrer. Dernière question de mon côté pour vous deux, Sébastien, Audrey. Donc là, on a parlé un petit peu, tu sais, de votre expérience quand vous étiez plus jeune jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Puis, tu sais, ma dernière question, ça pourrait être ça, tu sais, par rapport à aujourd'hui, comment vous vous situez par rapport à votre bégaiement, votre relation avec le bégaiement, puis qu'est-ce que vous aimeriez dans le futur? Si je peux y aller, je pense que je me situe un peu dans, j'ai envie de dire, un spectre entre overt et covert, donc entre plus masqué, entre plus ouvert. Puis je me donne vraiment le mot d'ordre que tant que je suis à l'aise, puis de me mettre le plus à l'aise possible, j'y vais avec ça. Donc, tu sais, par moment, par jour, avec certaines personnes, je vais être plus d'un bord, je vais être plus de l'autre. C'est malléable, ça bouge beaucoup. Mais tant que moi, je me sens à l'aise avec ça, je pense que j'y vais. Puis voilà. Ouais, c'est génial. Hey, c'est tellement une belle question, là. Ben, c'est vrai que ça bouge, hein. Tu sais, moi, aujourd'hui, oui, je suis plus à l'aise qu'avant. Je pense que je m'expose davantage là, à la prise de risque. Tu sais, maintenant, tu sais, surtout
dans les rencontres de groupe, là, moi, c'est vraiment dans ce contexte-là particulier qui est très anxiogène pour moi, là, de prendre la parole. Fait que je me dis toujours, bon, est-ce que j'ai tout dit qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'adore. Donc, ouais, c'est vraiment le réflexe que j'ai présentement. Est-ce que j'ai tout dit qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu sais, pour pas je me sente insatisfaite, frustrée, parce que c'était souvent ça. Puis, tu sais, de nature, je suis pas une personne extravertie. Fait que, dans le sens qu'avec ou sans bégaiement, je pense pas que je ferais des pirouettes, là. Mais c'est ça, je me fixe plus comme objectif de vraiment y aller. Qu'est-ce que moi je veux? Tu sais, mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit de faire? Et non, je vais-tu être capable de faire ça parce que je bégais? Puis de mettre cette variable-là dans l'équation, là, ça, le bégaiement, j'essaie de le tasser, là, de prendre mes décisions plus par rapport à mes rêves. Ben c'est excellent ça parce que le focus a shifté en bon français. Le focus a shifté. Tu te concentres sur autre chose, tu sais. Ouais. J'ai l'impression qu'avant, c'était plus, ce qui était important. Puis pour moi aussi, là, c'était la même chose. Tu sais, ce qui était important, c'était que ça paraisse pas. Là, ce qui est important, c'est de dire ce que tu veux dire. Ouais, vraiment. C'est vraiment beau. Ça termine super bien, notre épisode sur le bégaiement masqué. Merci vraiment de votre présence, de vos partages. C'est vraiment une super belle conversation qu'on a eue ensemble. Merci à vous. Oui, merci. Merci de vous être lancé dans cette expérience-là, tu sais. C'est une autre activité, c'est un autre truc vraiment cool que vous avez fait dans votre vie, tu sais, Audrey, justement, de se lancer comme des défis, puis là, d'y aller. Fait que, génial. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci. À bientôt, Geneviève, pour un autre épisode. Bye. Bye. Salut, c'est encore nous. Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast. C'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégaient pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégaiement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Bye!